La colonie pénitentiaire 74 9e, nichée dans les entrailles glacées de la région de Mourmansk, n'apparaît sur aucune carte civile. Officiellement, elle est désignée comme un centre de réhabilitation de niveau moyen. Officieusement, tous les criminels aguerris de Russie savent ce qu'elle est, un cimetière pour les âmes encore vivantes. Les détenus l'appellent la tombe blanche. Non pas à cause de la neige qui recouvre les barbelés et les miradors de son manteau muet presque poétique, mais à cause des hommes qui y règnent. Ce ne sont pas les murs qui étouffent les cris, mais l'indifférence institutionnelle. Ce ne sont pas les chaînes qui brisent les corps, mais l'humiliation lente, répétée, organisée comme une cérémonie. Les bâtiments, blocs de béton brut posés sur une terre gelée, ressemblent à des sarcophages grisâtres. À l'intérieur, le temps ne passe pas, il s'effondre. Chaque jour est une répétition macabre, chaque nuit une veille contre l'invisible. L'eau gèle dans les tuyaux. La lumière tremble au plafond. Et la chaleur, quand elle existe, appartient aux gardiens, pas aux prisonniers. Dans ce théâtre de fer et de givre, le pouvoir ne se réclame pas, il se prend. Et ceux qui l'exercent en abusent avec un raffinement cruel. Un matin de février, alors que le vent hurle entre les barbelés comme un animal affamé, une nouvelle silhouette passe la grille principale. Elle est menue, mais droite, escortée par 2 officiers armés jusqu'aux dents. Elle marche sans un mot, sans un tremblement. Ania Pavlovna Kirova, 42 ans. Casier judiciaire enregistré, photo d'identité vieillie, condamnée à 8 ans pour vol aggravé et recel d'objets d'État. Une condamnation sale, bureaucratique, sans éclat. Ses cheveux noirs sont sévèrement tirés vers l'arrière, laissant son visage net, anguleux, presque militaire. Son regard, lui, est d'un calme qui dérange. Il n'y a ni peur, ni soumission. Seulement du silence. Un silence qui dérange autant les autres détenus que les matons. Dans la cour, les prisonnières la dévisagent avec ce mélange de méfiance et de résignation propre au lieu sans avenir. Certaines murmurent. D'autres l'ignorent. Mais aucune ne l'approche. Ce sont les gardiens qui l'observent avec le plus d'insistance. Pas par curiosité. Par droit de domination. Dans cet univers clos, chaque nouvelle femme est une proie potentielle, une pièce de viande entrant dans l'abattoir. Et parmi eux, un regard la suit avec un rictus déjà en coin. Sergueï Antonovitch Volkov. Chef de la sécurité du bloc féminin. Un colosse de presque 2 mètres, le crâne rasé comme un moine soldat, les yeux gris et troubles comme la glace de rivière. Il est vêtu d'un manteau militaire trop propre pour être honnête, et porte ses bottes comme un officier de guerre, marchant toujours avec un bruit sourd, volontaire. Il est le roi sans couronne de la colonie 74 9e. Un homme qui croit en la force plus qu'en la loi. Ses collègues le craignent, ses supérieurs l'ignorent volontairement. Il a des dossiers, des preuves, des silences achetés par la peur. Et dans cette prison, il est Dieu. Quand il voit Ania, il n'y voit pas une énigme. Il y voit un corps à soumettre, un esprit à briser, un nom à effacer. Encore une salope au regard hautain, dit-il à voix basse. On va voir combien de jours elle tient avant de demander grâce. Le soir même, il ordonne que cette nouvelle soit affectée au nettoyage des toilettes communes. Sans gants, sans produits. Il exige qu'elle chante un hymne patriotique pendant qu'elle frotte. Lorsqu'elle relève les yeux vers lui, sans colère, sans pitié, il rit. T'as le regard d'une générale, mais t'es juste une voleuse dans une combinaison sale. Elle ne répond rien. Elle baisse la tête. Mais elle n'oublie rien. Les jours suivants sont un supplice calibré. Volkov la fait fouiller 2 fois par jour, souvent en présence d'autres gardiens. Il refuse ses requêtes médicales. Il la prive de courrier. À la cantine, elle reçoit parfois de la soupe froide, ou un pain dur tombé au sol. Chaque détail est une attaque. Chaque silence, un test. Mais elle ne pleure jamais. Elle observe. Elle note la ronde des caméras, les zones aveugles, les cellules qu'on verrouille trop tôt, les visites imprévues du médecin pénitentiaire à certaines détenues. Elle écoute les murmures dans les couloirs, les chuchotements dans les douches, les cris étouffés qu'aucun rapport n'évoque. Elle commence à dessiner une carte mentale du camp. Une toile d'araignée de corruption. Et au centre, Volkov. Une nuit, il la fait réveiller brutalement. 2 gardiens la traînent dans une salle sans caméra, sous prétexte d'une fouille de sécurité. Là, Volkov tente l'intimidation physique.
Il la bouscule, la menace, crache ses mots à quelques centimètres de son visage. Elle ne scie pas. Son regard ne vacille pas. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est autre chose. Une densité. Une intelligence froide. Et Volkov, sans comprendre pourquoi, sent un léger frisson lui passer dans le dos. Comme un avertissement venu de ses tripes. Ce qu'il ignore, c'est qu'Ania Kirova n'existe pas. Son passé est une invention. Ses papiers, un faux certifié. Son crime, un montage. Son vrai nom est Natalia Dmitrievna Sokolova. Elle est inspectrice spéciale du ministère fédéral de la Justice, ex-colonelle de l'unité anticorruption de Saint-Pétersbourg. Elle a mis des oligarques en prison, fait tomber des maires véreux, et même un général de brigade. Mais ce qu'elle découvre ici dépasse tout ce qu'elle avait connu. La colonie 74 9e n'est pas une simple prison. C'est un système parallèle, avec ses propres règles, ses réseaux de silence, ses victimes sans voix. Après la mort suspecte de 3 détenus en moins de 6 mois, officiellement des suicides, officieusement des disparitions, elle a été envoyée là pour une mission que personne ne voulait accepter. S'infiltrer comme prisonnière. Démasquer Volkov. Faire tomber le système. Mais à l'intérieur, tout est verrouillé. Les caméras sont falsifiées. Les rapports médicaux sont des copies. Les témoins ont peur. Le personnel est corrompu jusqu'à l'os. Elle ne peut faire confiance à personne. Elle n'a qu'une seule arme, sa mémoire. Sa volonté. Son silence. Et une promesse, la vérité sortira de cette tombe blanche. Un jour, Volkov va trop loin. Lors de l'appel du matin, il fait irruption dans le réfectoire, l'air plus haineux que jamais. Il désigne Ania d'un doigt accusateur. Cette salope a volé un couteau à la cantine. Elle prépare quelque chose. Le silence tombe. Personne n'ose parler. Volkov s'avance, son visage rouge d'excitation malsaine. Il la pousse violemment contre le mur, les yeux enflammés. « Tu crois que tu me fais peur avec ton silence, hein? Tu vas parler maintenant. » Il l'insulte, la gifle. Le bruit sec résonne comme un coup de feu. Un filet de sang trace une ligne écarlate sur sa lèvre fendue. Mais elle reste droite. Pas un cri, pas une larme. Juste ce regard. Ce regard qui n'a rien d'une voleuse. Volkov vacille un instant, troublé par ce calme. Puis crache à ses pieds, furieux. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cet instant vient de sceller sa chute. Le lendemain, l'atmosphère est étrange. Trop calme. Les bruits familiers de la routine carcérale s'effacent. Les gardes reçoivent un ordre bref par radio. Toutes les détenues doivent rester dans leurs cellules. Peu après, les haut-parleurs crachent une annonce inhabituelle. Inspection exceptionnelle du ministère fédéral. Coopération obligatoire. Volkov ricane en entendant cela. Encore une mascarade bureaucratique, pense-t-il. Il a survécu à des dizaines d'audits. Toujours les bons dossiers, les bons mensonges. Il a ses taupes à l'administration. Mais cette fois, ce n'est pas comme d'habitude. Les grilles principales s'ouvrent dans un fracas métallique. Une colonne noire de véhicules blindés pénètre la cour gelée de la colonie 74 9e. À leur tête, une berline gouvernementale frappée de l'écusson du parquet général. Les moteurs s'éteignent. Les portières s'ouvrent. Des hommes en uniforme noir, armés, prennent position. Au centre de la scène, Rodion Petrovitch Egorov, le procureur général de la Fédération, réputé pour son intransigeance et sa haine des abus de pouvoir. Dans le silence tendu, on extrait Ania de sa cellule. Elle est conduite, menottée, dans la salle de réunion administrative. Volkov entre peu après, toujours sûr de lui, la mâchoire serrée, le regard méprisant. Il est prêt à réciter son discours habituel. Mais il s'arrête net. Devant lui, la prisonnière enlève lentement sa veste grise. Elle défait ses cheveux et redresse la tête. Ses traits changent, elle n'a plus l'air d'une détenue. Elle sort alors un insigne noir et or, qu'elle pose sur la table avec une clarté tranchante. Natalia Dmitrievna Sokolova. Inspectrice en chef du ministère de la Justice. Sergueï Volkov, vous êtes en état d'arrestation pour abus de pouvoir, acte de torture, falsification de rapports officiels et complicité de meurtre dans l'enceinte d'un établissement fédéral. Le silence est absolu. Volkov blêmit,
tente un rire nerveux, puis bafouille une défense incohérente. Mais c'est trop tard. Les preuves s'abattent comme une avalanche. Enregistrements audio secrets, vidéos captées par des caméras miniatures dissimulées dans des objets ordinaires, témoignages écrits de gardiens complices ayant avoué en échange d'immunité. Et surtout, les détenus. Celles qui, hier encore, n'osaient lever les yeux, se mettent à parler. Une à une. La voix tremblante, puis assurée. Les humiliations. Les disparitions. Les nuits sans fin. Tout sort enfin de l'ombre. Volkov tente de s'approcher de Natalia, mais deux hommes en uniforme l'interceptent. Ils lui passent des menottes, les mêmes qu'il utilisait si souvent pour humilier. Il se débat, hurle, insulte. Mais personne ne l'écoute. Il est désormais seul, nu face à ses crimes. Et Natalia Sokolova, droite comme un juge, le regarde sans haine, sans pitié. Seulement avec justice. Le procès de Sergueï Volkov devient une affaire d'État. Dès les premiers jours, les médias nationaux s'emparent du scandale. Les chaînes d'information diffusent en boucle les extraits sonores captés en secret par Natalia. Des voix de femmes suppliantes, les insultes bestiales de Volkov, les rires gras d'un pouvoir corrompu. Les images floues de couloirs sans caméra, les registres falsifiés, les silences administratifs. Tout y est. Sur les plateaux télé, les analystes s'interrogent. Comment un tel système a-t-il pu exister si longtemps? Dans les rues, on brandit des pancartes avec les noms des détenues mortes. Daria, Ksenia, Luba. Le pays découvre une horreur qu'il ne peut plus ignorer. Volkov, dans son box vitré, ne rit plus. Le col de sa chemise est froissé. Ses yeux, autrefois durs et arrogants, évitent maintenant la lumière. Il tente de parler, de se présenter en victime d'un complot politique, mais personne ne l'écoute. Pas même ses anciens supérieurs, qui l'abandonnent un à un pour sauver leur peau. Et puis vient le jour du témoignage de Natalia Dmitrievna Sokolova. Elle entre dans la salle d'audience comme une lame de glace. Son uniforme est noir, orné de l'insigne du ministère. Elle ne porte pas de maquillage, pas d'ornement, juste sa voix, droite, implacable. À visage découvert, elle raconte. Elle parle des nuits passées sur une paillasse glacée. Des cris étouffés derrière les murs. Des repas jetés au sol. Des femmes battues pour avoir demandé une couverture ou des serviettes hygiéniques. De la peur, du désespoir, du sentiment d'avoir été effacée du monde. Mais elle parle aussi du silence. Celui des gardiens. Celui de l'administration pénitentiaire. Celui, surtout, de ceux qui savaient, et n'ont rien dit. Puis elle se tait un instant. Le silence de la salle est total. Et elle ajoute. Ce que j'ai vu ici, ce n'est pas une prison. C'est une arène. Et certains se croyaient les lions, invincibles, rois du sang et de l'humiliation. Mais moi, je suis venu comme l'ombre. Et j'ai tout vu. La salle reste suspendue. Une femme du public essuie une larme. Un garde détourne les yeux. Le jugement tombe quelques semaines plus tard, sous haute surveillance. Sergueï Volkov est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de remise de peine. Mais il ne tombe pas seul. 5 gardiens sont également inculpés pour torture, violence aggravée et obstruction à la justice. 2 hauts fonctionnaires du ministère régional de l'Intérieur sont suspendus, puis forcés de démissionner. L'affaire fait l'effet d'un séisme dans le système pénitentiaire russe. Des mois plus tard, l'hiver n'a pas quitté Mourmansk, mais quelque chose dans l'air a changé. Un véhicule gouvernemental s'arrête devant les grilles de la colonie 74/9e. Les gardes, cette fois, ouvrent sans arrogance. L'inspectrice Sokolova descend calmement, un dossier à la main, escortée par 2 agents fédéraux. Elle n'est plus prisonnière. Elle revient en tant qu'inspectrice permanente, chargée d'une réforme pilote dans les colonies pénitentiaires du Nord. Les murs sont les mêmes, gris, rugueux, indifférents. Mais les regards ont changé. Les détenus la saluent. Un simple hochement de tête. Discret, silencieux, mais lourd de sens. Une forme de respect, rare, pur. Natalia passe dans les couloirs qu'elle a autrefois balayés à genoux. Elle s'arrête un instant devant la cellule 13, là où Ania Kirova vivait. Elle effleure la porte du doigt. La cellule est vide. Frauide. Mais elle sourit. Un sourire léger, presque imperceptible.
Parce qu'elle sait que dans ce lieu où le froid gelait les larmes, une chose fragile a survécu, la vérité. Et sous la neige et les murs, elle a planté une graine. Pas de vengeance. Pas de colère. Une graine de justice. Et cette graine, elle le sait maintenant, ne gèlera plus.